Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a à peu près un an de cela, j'annonçais l'ouverture d'un bootcamp pour devenir développeur front-end React.js à Bali. Un bootcamp d'une durée d'un mois qui s'est déroulé au mois de février 2020. Alors que sont-ils devenus? Ont-ils trouvé un job? Alors justement, j'en ai retrouvé un. Il s'appelle Yon, il a réussi à trouver un CDI. Il nous explique un peu ses galères, il nous explique comment il a envoyé plus de 300 CV avant de décrocher son job. Il nous explique un peu son premier jour, comment ça s'est déroulé, etc. Il est derrière moi, derrière cette porte. Allez Yon, tu peux venir? Allez, c'est parti. Salut Yon, comment ça va? Salut Mike, bah écoute, super. Et toi, quoi de neuf? Eh ben ça va. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui n'auraient pas vu l'interview qu'on avait faite au mois de février, je crois. Je la remettrai ici en haut à droite en commentaire. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement, mais juste avant, alors j'ai eu beaucoup de commentaires sur une vidéo où j'avais interviewé mon frère comme quoi je coupais la parole, etc. Alors je vais essayer, si je peux, tu sais, en plus il y a un décalage de son, donc je vais essayer de pas trop t'interrompre quand tu vas me faire des réponses. Mais je m'excuse un peu à l'avance pour toutes les personnes qui disent merde, il est relou à couper. Allez. Non, ça allait. Enfin, je me souviens de la dernière interview qu'on avait faite en février, c'était parfait. Ah oui, alors pour me présenter rapidement, moi c'est Yon, j'ai 26 ans. Si vous vous souvenez, effectivement on avait fait une vidéo avec Mike vu que j'avais participé au premier bootcamp à Bali. C'était avec Charlot et Evan et Frédéric et toi-même. Et donc du coup voilà, on fait cette interview c'est un peu un suivi en fait pour voir un peu où j'en suis. Là actuellement je suis en poste et on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis et discuter de ça. Super. Alors moi, pourquoi j'ai voulu te prendre dans cette interview, enfin pourquoi je t'ai demandé d'intervenir dans cette interview, on était un petit peu en contact, tu me filais de tes nouvelles, mais moi je pense que en fait ce qui est compliqué, tu sais, j'ai beau faire plein de vidéos, plein de podcasts, plein d'emails quotidiens, etc. Mais je pense que pour motiver les gens, il n'y a rien de mieux qu'un exemple finalement de quelqu'un qui est parti d'un point A et qui est arrivé à un point B et qui nous explique son parcours. Alors après, il y aura toujours des gens qui vont dire oui, bon, peut-être, c'est un mytho, c'est ceci, c'est cela. Mais bon, moi je pense que c'est intéressant d'avoir des exemples comme mon frère, des gens qui ont réussi comme ça, qui n'étaient pas codeurs à la base. Et des gens qui ont réussi. Alors toi, si je me souviens bien, et tu me confirmeras, ton parcours à la base, c'est pas un parcours, je veux dire, de développeur classique, dans le sens où tu sors pas d'un bac, BTS, DUT, master ou quoi, dans l'informatique. Tu me confirmes? Exact, ouais. Moi j'ai commencé dans l'immobilier, c'était il y a 7 ans de ça. Donc tu vois, ça n'a rien à voir. Et je faisais pas de la programmation, je faisais de la vente et de la location. Si c'est pas indiscret, alors je te coupe, encore une fois je viens de te couper, je vais me calmer, Mais si c'est pas indiscret, t'étais dans quel... t'as fait quoi comme études ou bac, ou est-ce que t'as eu le bac, est-ce que t'es allé jusqu'à où, jusqu'où? Non, moi en fait j'ai un bac pro en dessin industriel, donc tu vois ça, là encore on est assez loin du code. Je l'ai fait en fait par défaut, je savais vraiment pas quoi faire à l'époque. Après je me suis orienté sur un BTS, je crois que c'est assistant de gestion, c'est un truc qui est très général, tu vois, c'était juste pour que ça puisse m'ouvrir pas mal de portes par la suite. Après j'ai fait un stage en immobilier, j'ai aimé ça, j'ai fait une licence pro dans l'immobilier, donc là j'ai appris pas mal de trucs utiles en fiscalité, en vente, tu vois, là il y avait des compétences vraiment utiles que je peux réutiliser même maintenant. Et après je me suis lancé en tant que commercial, donc dans plusieurs domaines différents. Et tu vendais quoi? J'ai commencé à vendre tout ce qui était articles publicitaires, donc ça peut être n'importe quoi, tu vois, genre tu vois le petit sac que tu as derrière à poste, par exemple je pouvais vendre ça, ça peut être... Ok, c'est quoi le petit sac derrière Outpost? Tu vois par exemple, en gros tu vois... Est-ce que ça te parle le Outpost? On a passé pas mal de temps là-bas. Ouais, c'était bien. Alors franchement, c'était un bon coworking. Ouais, pour resituer un peu, c'est le petit sac qui te file au coworking à Bali ici. Quand on arrive, combien on payait d'ailleurs? Je me souviens plus combien. Pour donner une idée aux gens qui veulent se lancer, je me souviens plus des tarifs. C'était pas donné, je crois. J'ai peur de leur dire une bêtise, mais il me semble que c'était 150 balles par mois pour nous. 150 balles, je crois que ça doit être quelque chose comme ça. En roupies, 1,5 million de roupies
de roupies indonésiennes. Bon, cette interview part un peu dans tous les sens, ouais. C'est le but, on est entre nous, on est cool, on discute tranquillou. Donc tu disais, ouais, finalement, tu n'as pas fait des études de développeur, tu n'as pas fait des études d'informatique. Est-ce que tu avais peut-être des compétences? Je pense qu'en dessin industriel, tu disais, ouais, tu touches un peu aux ordinateurs, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas de programmation là-dedans. Pas de truc, exactement. Tu dessines des pièces en fait sur des logiciels, tu fais... Ouais, c'est un domaine qui est complètement à part, ça, vraiment tu touches pas au code. Avec, comment il s'appelait ce logiciel? SolidWorks là. SolidWorks, ouais. Ouais, genre, on avait fait ça, je crois que c'était en terminale, sûrement, quelque chose comme ça. Ok, et donc, t'as fait de la vente finalement après, et puis qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment tu t'es dit, bah ouais, je sais pas, j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de partir vers autre chose, vers du dev ou vers peut-être l'informatique en général? Sur les 2 derniers postes que j'ai fait en tant que commercial, déjà sur l'avant-dernier poste, clairement j'en avais marre. C'est vrai que tu peux gagner pas mal d'argent en tant que commercial, ça personne ne va le nier, mais en même temps, la seule motivation que tu es, c'est même le manager te dit toujours vas-y, fais-en plus, tu vas gagner plus d'argent. Ok, c'est bien au bout d'un moment, mais moi je cherchais plus quelque chose qui me motive, tu vois, intrinsèquement. Je me lève le matin, je me dis ok, je suis en train de faire quelque chose qui va servir. Ça peut paraître un peu désuet, un peu bête dit comme ça, mais mine de rien, au bout d'un moment, ça me pesait, tu vois. Et l'ambiance, j'avais peut-être des postes pas très élevés dans la hiérarchie, tu vois, donc c'était un peu une ambiance call center tout le temps. Franchement, ça me pesait. Ouais. Avec beaucoup de... Moi, je connais pas trop ce métier, le métier un peu des commerciaux, tout ça, mais j'imagine que ce sont des métiers où il y a beaucoup de... On va pas dire un peu de pression sur les chiffres de vente, etc. Il faut tout le temps dépasser des... Et tu as eu aussi ce système un peu là de... Comme on voit dans les films à l'américaine, là, avec les classements des top 3 meilleurs vendeurs. Ceux qui arrivent dans le top 3, ils partent et ils ont un voyage tout frais payé, je sais pas où. Enfin bon, je sais pas s'il y avait ça, mais... Tu rigoles, mais oui, on avait souvent des incentives de ce type, genre des voyages pour les meilleurs vendeurs ou des trucs comme ça. Franchement, c'est très sympa, je dis pas le contraire, tu gagnes bien, tu peux te faire plaisir, mais ouais, au bout d'un moment, non, ça va quoi, stop. T'étais plus aligné, j'allais pas faire ça toute ma vie. Et donc, pourquoi t'es pas parti, je sais pas, faire, des films, j'invente n'importe quel autre métier, je sais pas pourquoi je parle de films, mais je sais pas. Peut-être parce que tu as des bonnes qualités d'acteur, c'est pour ça que je te parle de film. Non, je déconne, mais je sais pas, tu vois, pourquoi ce métier-là, pourquoi le dev en fait Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, mais ouais, le dev ça me plaît, l'informatique ça me plaît, coder ça me plaît. Et est-ce que tu savais, il y a 2 questions en une, mais est-ce que tu avais une idée du métier de développeur avant de te lancer dedans? Alors là, je vais te donner une réponse très cliché au début, mais en fait, pendant l'époque où j'étais commercial, je regardais plein de plein de films sur le coding, sur le hacking, des trucs comme ça. C'est très cliché, c'est très loin de la réalité. Quel type de film? Le tout premier, je l'ai vu, je crois que j'avais 17 ans, c'était The Social Network avec Zuckerberg, tu sais, qui monte Facebook. Et ça m'avait passionné de voir, le mec est dans sa chambre. Ok, c'est un film, c'est pas comme ça que ça s'est passé, pas de souci. Mais dans l'imaginaire, tu vois, il est dans sa chambre, il code, il lance son truc, ça commence à prendre. Et moi, je dis, ouais, mais en fait, tu peux faire ça avec un ordinateur, juste avec des connaissances, quoi. Et tu crées quelque chose de concret. Après, j'ai vu d'autres films qui m'ont tout le temps... ça a créé un intérêt envers le code, on va dire. Mais c'était pas Opération Espadon, peut-être, avec tous les hackers dedans? Je sais. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu perds du temps, petit génie. Oh Seigneur. 45 secondes. Mais tu vois, c'est des trucs vraiment, c'est bête. Un codeur pro qui voit ça, il dit mais non, c'est pas la réalité, ou on code pas comme ça, c'est pas ça le métier de programmeur. Mais moi, je pense que c'est bien, ça peut faire naître un intérêt dans l'imaginaire des gens, c'est toujours un plus. Et après, j'ai commencé. Ouais, Mister Robot, je sais pas si t'as regardé, je sais pas si t'as aimé. J'ai regardé Mister Robot également. Voilà, ouais, moi j'ai bien aimé à titre personnel. Je trouve qu'il était assez, bon, ça reste de la fiction, mais il y avait pas mal de petits clins d'œil assez réels. Ouais. Ok, donc ouais, les films un peu, ça t'a aidé à voilà, décider. Mais bon, voilà, donc les films, et c'est quoi l'élément déclencheur le jour où tu t'es dit bon, ça y est, les films c'est très bien. Maintenant, par quoi t'as commencé en fait? C'est quoi il faut savoir que j'ai commencé par du C++. Waouh, ceux qui ne savent. C'est chaud. Alors, ouais, beaucoup trop dur. Très sincèrement, à l'époque, j'avais aucune connaissance. Je m'étais lancé dans ça après avoir vu des films, ce qui ne correspond pas du tout. Hein. C'est pas avec enfin, c'est bien d'avoir des bases de C++, j'imagine, quand tu fais du hacking, mais bref, c'était très très flou dans ma tête.
Donc j'ai arrêté, clairement, j'ai pas réussi à apprendre ce langage. On en vient à la période de commercial. J'ai pas persisté longtemps, peut-être 1 ou 2 mois et j'ai arrêté. J'avais pas vraiment cette motivation qui te pousse à terminer. C'est vrai que c'est dur. Moi, je recommande pas du tout de commencer par ce langage, puisque, bon, sauf si vraiment c'est un truc qui te plaît, mais c'est quand même assez difficile. Mais je pense que par contre, si tu arrives à passer ça, tout va te paraître facile presque, tellement le truc est... Pour le coup, ouais. Je pense que le gars qui a déjà des connaissances, enfin, ça dépend vraiment du type de profil, hein, j'imagine, mais on en revient juste à la période de commercial. Du coup, il y a eu ce point où j'ai dit, bon, allez, là, c'est stop, il faut que je trouve une alternative. Et puis, j'ai choisi le code pour plusieurs raisons, notamment une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le code, c'était le travail en remote, comme ton frère le fait. Donc là, c'est pas mon cas actuellement. Enfin, oui, c'est mon cas, mais je vais devoir repartir au bureau. T'es où actuellement, si c'est pas indiscret? Là, je suis dans le sud, au Pays Basque. Ok, cool. Mais effectivement, c'est une des raisons qui m'a vraiment poussé à apprendre le code. Après, j'ai commencé à apprendre, ça m'a plu, et puis j'ai persévéré, tu vois, j'ai poussé, j'ai agrandi mes connaissances, et ça s'est fait petit à petit. Donc, tu as commencé par le C, pardon, après tu as laissé tomber, tu as trouvé ça relou, et tu as switché vers quoi ensuite? Alors, du coup, j'avais des petites bases en HTML et CSS, mais vraiment, juste, je pouvais lire du HTML, je comprenais. Du coup, j'ai commencé par HTML, CSS, j'ai consolidé ces bases. J'ai ajouté du JavaScript au bout du 2e mois. J'ai poussé avec le JavaScript. Alors, j'y poussé, c'est vraiment les bases. Hein. Je suis quelqu'un qui apprend assez lentement, mine de rien, pour vous faire une idée du type de profil que je suis. Je suis pas le gars qui comprend tout du premier coup. Et après, j'ai poussé, j'ai ajouté du React par-dessus. J'ai commencé à toucher un peu aux bases de données, à connecter le front et le back de manière très simple, hein, pas des trucs de fou. Et petit à petit, comme ça, j'ai pu monter des projets sympathiques, avoir vraiment une vue d'ensemble de plus en plus grande et commencer à comprendre comment. Pour situer un peu dans le temps, parce que ce qui revient souvent moi, en question, j'ai souvent ça en question, c'est combien de temps pour être développeur lorsqu'il me faut 5 ans d'études, 3 ans de licence, 2 ans à BTS ou en autodidacte, combien de temps il va me falloir? C'est une question qui revient souvent, et donc j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience sur à partir de quand, on va dire, tu t'es dit, bon, là, ça y est, je commence, bon, on va oublier le truc en C, mais par exemple, voilà, je commence le HTML, HTML, CSS, voilà, c'est la base, après je partirai sur du JS. C'était quand ça en termes de période à peu près, pour qu'on puisse situer? C'était le premier, je me rappelle, 28 août 2019, c'est le jour où j'ai dit, ok, j'ai commencé ma formation, j'ai dit, allez, là c'est bon, on attaque. Je m'étais donné un délai de 8 mois pour devenir un développeur, pour décrocher mon premier CDI. Le Corona a fait que j'ai mis 10 mois au total, un peu plus longtemps. Ah donc c'était août, c'était il y a un an et un mois, 13 mois on va dire. Et là donc t'as mis 10 mois pour trouver. Tu t'étais fixé. Déjà c'est bien de se fixer un objectif, parce que parfois c'est vrai que c'est un problème là, les devs qui se disent je me lance et puis on verra ce qui se passera. Non, c'est bien, tu as fixé 8 mois, ça c'est cool. Et donc finalement, tu as trouvé en 10 mois, mais ce qui est quand même plutôt assez remarquable. Ouais, 10 mois et demi, 11, dans ces eaux-là, 11 mois, 10 mois et demi. Même un an, je veux dire, tu aurais mis un an, enfin voilà, je pense qu'il faut au moins ça pour... Mais c'est à cause du Corona, je tiens à le dire, sinon j'aurais trouvé plus tôt, je suis sûr et certain. C'est vrai que pour resituer, je me souviens, donc pour les personnes qui n'ont peut-être pas suivi un peu tout l'historique et tout, t'es arrivé, donc tu t'as appris en tant qu'autodidacte les bases, après t'as rejoint donc, le bootcamp à Bali, c'était au mois de février. Ouais. Et je me souviens que t'es parti, t'avais fait un petit tour de Bali, t'es parti un peu vadrouiller, voir voilà, un peu découvrir, et bam, t'es rentré, donc le 3, 4, 5 mars, 6 mars, 10 mars peut-être, quelque chose comme ça. C'est ça, et ouais. Plein bordel quoi. Je suis parti faire ma petite semaine de plongée pour décompresser du bootcamp. Je rentre et j'ai mis le pied en France, et 2 jours après, t'avais Macron à la télé qui annonçait bon les gars, on est tous confinés, ça commence. Donc tu vois, j'ai vraiment pas eu de chance sur ça. Ouais, mais j'avoue que pour tous les gars du bootcamp, là, ça a été, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Je pense que il faut s'adapter. Donc voilà. Donc si on reprend, donc donc t'as commencé, c'était donc disons en août, il y a à peu près un an. Donc t'as fait septembre, 1 ou 2 mois, t'as fait du HTML, CSS, tu t'es attaqué JS, et tu t'es inscrit au bootcamp. Je me souviens, c'était à peu près au mois d'octobre, non? C'était il y a un an, je crois à peu près. Pour l'inscription, je parle de l'inscription. Tu venais pourtant à peine d'avoir quelques bases en HTML, CSS, JS. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es dit je suis chaud quoi.
j'y vais, quoi, je me lance, je pars à 15 000 km de chez moi, je prends l'avion, je pars voir Mike, le mec je connais pas, allez hop on y va, et on va coder pendant un mois avec une équipe de gars que je connais pas, quoi. Qu'est-ce qui t'a déclenché cette envie? C'est vrai, à l'époque, on ne s'était jamais parlé, ni même en commentaire. Avant, j'avais jamais laissé un commentaire sur ta chaîne, mais je suivais tes vidéos depuis quelques temps. J'aimais la qualité du contenu, en fait, le message que tu délivrais. Je me suis dit, ok, en fait, j'avais plusieurs opportunités. Soit je continuais de coder en tant que tout seul dans mon coin, presque en autodidacte, avec des formations. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent y arriver comme ça. Moi, personnellement, je me suis dit, ok, je vais arriver à l'entretien d'embauche. On va me demander, est-ce que tu as eu des expériences de groupe? Est-ce que tu sais utiliser Git en groupe? Tu vois, c'est faisable, hein, on peut faire de l'open source, je dis pas le contraire, mais je suis quand même quelqu'un, je pense, qui avait besoin de ce petit coup de boost en plus, qui m'a vraiment aidé par la suite, hein, on en reparlera, mais ça m'a vraiment aidé. Et du coup, j'ai vu que tu lançais ton bootcamp. Un bootcamp traditionnel, il faut dire que c'est 3 mois, 4 mois, enfin je crois que c'est assez long. Moi, clairement, j'avais ni les fonds, ni le temps d'investir 4 mois, tu sais, de tout mettre en pause, vas-y, on fait un bootcamp pendant 4 mois. Et là, je me suis dit, bon, écoute, vas-y, mets de l'argent de côté, continue à te former de ton côté. Ça va être un bootcamp bien chargé pendant un mois. Je vais avoir une expérience de groupe. En même temps, Mike, il a de l'expérience, il va nous montrer comment travailler, il va nous délivrer un peu ses anecdotes, hein, ses compétences sur le métier. Et c'est ce qui m'a poussé à prendre le bootcamp. Ouais, j'ai pas trop hésité après ça. Cool, et ça c'était en octobre. Après donc t'as continué finalement à te former pendant, parce que il y avait quand même peut-être pas 6 mois, mais de octobre à février, t'avais quelques mois, on va dire 3-4 mois devant toi pour te former. Du coup, donc si je reprends, t'as appris HTML, CSS, JS. Ensuite, pendant les 2 mois avant de commencer le bootcamp, t'es passé sur quoi? Sur du React, sur ouais, effectivement, 2 mois avant le bootcamp, je suis passé sur du React. J'ai rapidement vu les bases de Redux, mais vraiment les bases. J'avais pas vu Saga ni rien. D'ailleurs, on a dû faire une grosse mise à jour là-dessus. Ouais, donc ouais, je dirais, j'avais quoi même quand je dis les bases, j'avais des lacunes en JavaScript. Je me souviens en bootcamp. Donc ouais, vraiment les grosses bases en JavaScript. HTML, CSS, ça allait. Même en CSS, même là, je me débrouille très très bien. En JavaScript, je me suis bien amélioré, mais ouais, à l'époque, c'était vraiment les bases, quoi, hein, sans plus. Hein. Yes. Donc, si je comprends, moi, quand tu as commencé le bootcamp, avec des bases. Moi, je me souviens à peu près, je vois à peu près le niveau de chacun. Mais ouais, tu avais des bases en HTML, CSS, franchement, c'était OK. React, tu maîtrisais les concepts de base, mais moi, ce que j'avais vu, c'est effectivement que tu manquais clairement de pratique, et c'est le cas d'un peu tout le monde, mais après, c'est le but, c'est normal. Et justement, pourquoi je te parle de ça? Il te manquait de la pratique, et donc c'est ce qu'on a vu pendant ce mois de dev à Bali. Qu'est-ce que tu avais fait comme projet concret, réel, en React avant de rejoindre ce bootcamp à Bali? Est-ce que tu en avais fait? Peut-être que tu en avais fait. Est-ce que c'était que des tutos, que des formations, est-ce que tu avais codé quelque chose? En fait, j'en avais fait 2. C'était 2 projets de ma formation. D'ailleurs, je crois que le second, je l'avais même pas terminé. Le premier, c'était simplement, tu avais un login, donc tu te connectais, tu pouvais créer un compte, tu copiais-collais une URL, et en fait, ça détectait, tu copiais-collais, l'URL d'une image. Genre, tu vois, on prend ta tête, Mike, on la colle sur le site avec. Donc, on a une petite coupure. On en était où déjà? Tu nous parlais effectivement de ton projet, un des premiers projets que tu as fait en React. Oui, voilà. Donc, comme je disais, c'est un petit projet tout simple en fait. Tu avais un login, un logout, tu pouvais créer un compte. En fait, tu arrives sur une interface, tu copies-colles l'URL d'une image. Donc, ça peut être l'URL de ta tête par exemple. Et ça va faire un call API, et l'API va te retourner des infos. En gros, elle va détecter les visages sur différentes images. Donc, tu vois, c'est un projet tout bête, mais ça montre que tu sais par exemple utiliser Node tu sais utiliser MySQL ou Postgres, tu sais faire un call API, tu sais gérer, tu sais traiter les données que l'API te retourne. Donc ça te permet de montrer un peu tes compétences, mais clairement c'est pas non plus quelque chose qui va impressionner un recruteur, tu vois, c'est un truc assez light. Ok, super. Et donc du coup, ça c'était un de tes premiers projets. Et ensuite on a basculé. Ensuite, tu as rejoint donc le bootcamp. Alors sur le bootcamp, est-ce que tu te souviens, ou est-ce que c'est trop vieux? Est-ce que si je te parle du thème du client entre guillemets, tu pourrais nous en reparler, ou c'est trop loin pour toi?
C'est un thème isomorphique qu'on a étudié. Ah, je m'en rappelle, ouais, je m'en souviens bien. Parce que je me souviens, la première réaction que j'ai eue en arrivant sur le bootcamp, c'était waouh, mais le projet est énorme, tu vois, en termes de taille, de fichier, tu vois. Alors que non, en fait, c'était pas un projet énorme, mais pour moi, c'était un truc, oh, c'est gigantesque. Alors que non, en fait, c'était un projet totalement. C'est même un petit projet, je pense, comparé à d'autres choses que même je fais maintenant. Mais à l'époque, ouais, comme tu l'as dit, je manquais de pratique, donc tu arrives sur un projet comme ça, tu es là, ouais, mais. Parce que je me souviens que tu étais un peu, je veux pas dire, maintenant ça te paraît petit, mais à l'époque c'est pas que ça t'avait impressionné, mais tu t'étais dit, tu dis mais c'est quoi tous ces fichiers, on part d'une stack qui est déjà pré-configurée, comment ça marche, etc. Je me souviens que ça t'a les premiers jours, les premières semaines étaient t'ont un peu impressionné, puis après j'ai vu que, si je me souviens bien, dis-moi si je me trompe, je pense qu'au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, et pas que toi, je pense que les autres gars du bootcamp commençaient à être autonomes, et c'est là que je pense que la valeur ajoutée, elle était intéressante, puisque en fait le début c'est toujours, enfin tu me diras tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai que le début, tu vois, c'est long pour faire les premiers composants, pour faire les premiers trucs. Et c'est pas la partie la plus, on va dire, la plus agréable. Mais dès que ça se met à partir et que ça y est, hop, on est dans le bain, on se met à coder, les choses prennent forme, là, c'est la partie pour moi en tout cas intéressante. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce côté-là? Et est-ce que tu as la même vision que moi sur le démarrage un peu galère, un peu compliqué, puis après, hop, c'est parti? C'est exactement ça. Au bootcamp, j'avais vu cette sensation. Je me rappelle, les premiers jours, je disais, mais vraiment, je m'étais dit, qu'est-ce que je fais là? Je comprends rien. Je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et toi, tu nous as toujours répété, ok les gars, quand vous comprenez pas un truc, vous commencez par comprendre déjà la page, par exemple, la page principale du site. C'est quel fichier qui la gère, quel fichier renvoie le HTML. Une fois que tu as ça, tu regardes, ok, maintenant, les routes, comment elles sont faites. Tu vois, en fait, tu nous as toujours appris à décortiquer les choses petit à petit. Et en fait, et ça le fait, au bout d'un moment, tu comprends la totalité du projet. Et j'ai eu exactement la même sensation quand j'ai commencé là en poste. Là, pour le coup, c'était un projet de taille moyenne, je dirais. Ça doit bien faire 4-5 fois ce qu'on a eu au bootcamp. Et j'ai eu la même sensation. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Je comprends rien, je vais jamais rien comprendre. Et je me suis rappelé ce que tu nous avais dit au bootcamp. Ok, je suis allé par étapes, petit à petit. Vraiment, quand il y avait une incompréhension, j'ai posé des questions. Puis maintenant, ça va, je navigue sur le truc un peu comme un poisson dans l'eau. Mais c'est exactement ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. Eh ben, super. Du coup, c'est bien que tu t'enchaînes un peu sur la partie de ton nouveau boulot. On va pas s'éterniser sur le bootcamp. Je pense que le bootcamp, les gens qui sont intéressés peuvent aller revoir l'interview là que je mettrai en haut à droite pour avoir plus d'informations. Juste pour terminer sur le bootcamp, moi personnellement, à titre personnel, j'ai vraiment aimé cette expérience. Pour moi, c'était mon premier aussi bootcamp que je faisais avec des gens. Déjà, vous m'avez fait confiance, vous êtes venus et je pense que au-delà de l'aspect technique où on a appris plein de choses, où il y avait aussi l'aspect, enfin on s'est éclaté quand même à ce bootcamp. Moi je me souviens que, je sais pas, on venait ici, on se baignait, on allait chez Charlot, on va pas parler d'alcool ici, mais on buvait des petits bintang le soir, tout ça, c'était sympa. Et en tout cas, c'est une expérience que dès que le corona ça passe, moi je pense que je serais bien chaud pour me refaire une petite session. Et d'ailleurs, tu seras invité éventuellement, alors peut-être pas physiquement parce que c'est quand même loin, mais moi je t'inviterai pour peut-être que je sais pas, tu nous partages ton retour d'expérience, vu que tu as été un des premiers justement à rejoindre avec les autres, à rejoindre ce bootcamp. Je vais enchaîner sur la suite parce que bon, faudrait pas que cette vidéo dure. Voilà, on est déjà à une vingtaine de minutes. Moi, ce qui m'intéresse surtout pour cette interview, c'est comment tu as réussi à décrocher donc ton CDI. Alors, il y a des gens qui cherchent un CDI, il y a des gens qui cherchent d'être en freelance. Chacun son délire. Il y a aucun problème avec ça. Donc toi, tu m'en avais déjà parlé. Je m'en souviens. Ton objectif, c'est de trouver un CDI. J'aimerais qu'on rentre un peu dans la partie donc recherche d'entretien, difficultés, galères, échecs, parce que je pense que sauf si tu es Superman et que tu as eu du bol, tant mieux, mais je pense qu'on passe tous par là, on passe beaucoup d'entretiens, on a beaucoup de rejets, on ne matche pas forcément avec l'émission et j'aimerais que tu me racontes un peu ton processus de recherche d'emploi, on va dire, après le bootcamp. Bon, il y a eu le corona. Mais dans les semaines, les mois qu'on suivi le bootcamp, ça a commencé par quoi? C'était quoi ta stratégie? Est-ce que tu as mis une stratégie? Tu recherchais, tu postulais, tu contactais des boîtes? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais.
Je suis rentré du bootcamp, j'ai pris un petit mois pour retravailler mes projets, pour refignoler des choses qui n'étaient pas forcément super bien, et pour créer aussi un nouveau projet. C'était un petit site e-commerce, mais au moins avec une méthode de paiement incluse. Enfin, je te l'avais montré, je crois. Ouais. Donc un truc un peu Excellente plus idée, d'ailleurs. costaud. Ouais, je pense qu'il me fallait, tu vois, j'avais ça, j'avais le bootcamp, j'avais d'autres projets derrière. Bon, ça commençait à faire un portfolio assez, pour un portfolio cool, on va dire, pour un junior. Donc oui, effectivement, j'ai pris plusieurs sites. J'avais LinkedIn, j'avais Monster. Il faut savoir que moi, je cherchais France, Allemagne, Angleterre, Irlande. C'était mes 4 destinations où j'envoyais le plus de CV. T'es sur... bilingue, tu parles anglais couramment, t'as aucun problème. Du coup, tu es capable de travailler dans n'importe quelle boîte anglophone, quoi, on va dire. Ouais, disons que tu vois, quand je parle anglais, j'ai pas l'aisance que j'ai en français, mais oui, je peux travailler. Tu sais, en fait, j'ai appris le code, tout s'est fait en anglais. Je dirais que j'ai un niveau d'anglais B2, C1, tu vois. Donc oui, il n'y a aucun souci pour faire des réunions, pour travailler, pour faire des conférences. Vraiment, ça. Super. Non, mais c'est un excellent avantage. On n'a pas tous cet avantage, donc c'est génial parce que du coup, ça t'ouvre quand même. Beaucoup plus de marché, puis tu es mobile, tu peux aller à Londres, tu peux aller un peu partout, donc je pense que c'est quand même pas mal. Donc tu as cherché un peu partout, ouais, franchement, voilà. S'il y a des auditeurs qui parlent 2-3 langues, n'hésitez pas, hein, ça va vraiment vous aider. Donc voilà, j'ai postulé un peu partout. Alors, je sais pas si tu veux qu'on donne un chiffre sur le total de candidatures que j'ai envoyées. Les gens, ils veulent de la data, des infos, mais oui, même si ça paraît gros ou pas gros, enfin, vas-y. Ouais, bah pour pas vous décourager, j'ai envoyé 300 candidatures au total. Ah ouais, non, mais là, tu vas tout décourager tout le monde. Non, je rigole. Ah ben. Je rigole 300, après... non, mais je pense que par contre, je trouve que c'est très élevé, mais c'est bien, je veux dire, en fait, ça montre ta détermination, quoi, c'est bien. Ouais, mais c'est très élevé, mais il faut savoir que sur ces 300, j'ai dû recevoir peut-être 60 rejets simplement par le corona. Les entreprises m'écrivaient, me disaient non, on a gelé les process, on n'embauche plus. D'accord. Mais alors attends, moi ça m'intéresse, 300 t'as postulé 300 fois ou t'as contacté 300 boîtes, comment directement par exemple sur Monster, t'as vu une annonce, t'as répondu, voilà ça m'intéresse, t'y allais un peu en mode comment on appelle ça, en mode à la chaîne quoi, en mode... Ouais, bah en fait c'est simple, quand tu apprends le code, on dit souvent, même toi tu donnes ça comme conseil, dans l'apprentissage de langue, dans tous les domaines de la vie, si tu veux atteindre un objectif, il faut le faire tous les jours un petit peu. C'est la régularité qui va te permettre d'atteindre ton but. Donc moi j'étais chez moi, j'avais plus de taf, tu vois, je cherchais du boulot. Donc du coup je m'étais dit ok, en fait tous les jours tu en fais 10, tu calcules à la fin du mois tu es déjà à 300, simplement avec 10 candidatures par jour. Et ça, tu vois, c'est pas énorme, 10 candidatures par jour. C'est vrai que c'est comme toutes les habitudes répétées finalement, c'est vrai que c'est comme moi si je te parle par exemple rien à voir, mais sur ma chaîne YouTube je te dis je sais pas, j'ai n'importe quoi, j'ai 500 vidéos, ça paraît ouf. Mais finalement, si tu en fais 1 ou 2 par semaine, avec le temps, oui, tu arrives facilement aux 500. Donc, effectivement, 300, exactement. Ça paraît fou, mais 10 par jour, si tu as du temps, bon, bah. Et là, pour le coup, ça a duré 2 mois. Donc, en fait, c'était plus du 5 par jour. Et tu vois, 5 par jour, je pense qu'il n'y a aucun des auditeurs de la vidéo qui va dire oh, c'est un truc de fou, 5 candidatures. Non, tout le monde peut le faire, tu vois. Carrément. Excellent conseil, excellent chiffre en fait finalement. C'est bien de démystifier comme ça des chiffres qui peuvent paraître assez fous qui finalement 5-10 par jour en un mois, c'est pas si fou. J'ai hésité à le donner le chiffre, j'ai réfléchi, mais tu sais, des fois tu entends des gens qui disent ah ouais j'ai envoyé 20 candidatures, j'ai eu un taf. Écoute, franchement tant mieux, vraiment je suis content pour toi, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde, donc il vaut mieux que les gens sachent. Mais vous pouvez, en fait, ça dépend. C'est vrai que moi après, par rapport à mon expérience et même l'expérience de gens, je m'attendais que tu me sortes au moins une centaine, tu vois. Après 300, effectivement, très bien, t'es un peu au-dessus, mais clairement, pour toutes les personnes qui nous suivent, qui pensent, tu sais, t'as des gens en fait, ils vont envoyer une candidature, ils vont se faire recaler, ils vont déprimer. Bon, c'est normal, ça fait mal au cul, on va dire, de se faire rejeter. Bon, c'est normal, mais ça fait partie du jeu. Et je pense que d'avoir l'habitude d'envoyer 10, 20, 30, même 100, je veux dire, il n'y a rien d'abusé à envoyer une centaine de candidatures. C'est peut-être l'aspect commercial, tu vois. On avait l'habitude de passer des coups de fil, de se prendre des râteaux toute la journée, donc j'ai un peu appliqué cette méthode. Remarque, toi, en étant commercial, je pense qu'au moins tu es immunisé sur ça. Peut-être les râteaux, je pense que. Alors, dis-moi ce que tu en penses, c'est une question qui m'intéresse. Comment tu réagis face au refus? Alors, moi, perso, je vais te donner mon avis. Mes premiers refus m'ont fait mal, mais pourtant je le savais, parce que tu vois.
voilà, on sait qu'en passant même, j'avais cherché des missions en alternance déjà, j'ai eu des refus, donc j'étais un peu immunisé, mais ça fait toujours mal. Après, c'est mon profil personnel. Toi, en tant que commercial, tout ça, t'étais immunisé ou pas? Je dirais, en fait, je les ai vus, il y a différentes étapes. Je vais expliquer ça. La première étape, c'est t'envoies un CV. Tu attends. La seconde étape, c'est d'abord la recruteuse qui te rappelle. Mais la recruteuse, elle a aucune compétence technique. Elle est là pour te sonder un peu. Tu vois, au niveau qualité humaine, comment t'es, est-ce que tu vas bien coller à l'équipe. Donc, en fait, première étape, c'est, j'avais jamais fait d'entretien en tant que programmeur. J'ai atteint cette étape. Donc, je passais d'ailleurs, petite question, ça, alors, tu as envoyé 300 candidatures. En termes de retour, où tu as pu avoir un entretien, on va dire premier niveau, on va dire RH, tout ça, tu t'estimes à combien? Tu t'estimes à peu près à combien tu as réussi à en décrocher? Tiens, ça m'intéresse. C'est difficile de répondre parce qu'au début, il y en avait très peu. Et en fait, j'allais le dire après, mais j'ai pivoté énormément. Et quand je dis pivoté énormément, j'ai dû changer 10 fois de CV. J'ai refait mon site, j'ai relooké, je sais pas si c'est bien dit, mais j'ai redesigné mes projets. Je t'ai appelé un moment parce que c'était vraiment aussi dur pour avoir 2-3 conseils. J'ai appelé des potes programmeurs pour avoir d'autres conseils. J'ai pas arrêté de pivoter, de changer en fonction des feedbacks que j'avais. J'ai fait que ça pendant 2 mois, c'était assez intense. Ouais. Cool, non, mais c'est bien parce que j'ai envie de dire, moi à titre personnel, j'ai fait des petits ajustements dans mes CV aussi comme ça, mais peut-être pas comme toi à tel point de pivoter, mais c'est très bien, je pense que tu as eu un bon réflexe là-dessus. Parce qu'au début, pour répondre à ta question, j'avais très peu, même des entretiens avec des RH, j'en avais très peu. Et ça allait pas plus loin en fait. Tu as eu du mal à. Parce que souvent, j'ai envie de dire, ça c'est la partie presque la plus facile. On va dire les RH qui sont soit dans des SS2I ou soit dans des boîtes, en règle générale, c'est leur boulot d'être dédié à rencontrer des candidats. Et même si ça le fait pas, ça fait partie du truc. Et même ça, tu as eu du mal. Après, c'est le corona, mais même ça, tu as eu du mal. Oui, au début, je pense qu'il y avait le corona, mais même au début, tu vois, en fait, je me présentais vraiment comme un codeur, mais on va dire, mais vraiment débutant, vraiment un gars qui sait à peine coder, je me présentais comme ça, tu vois. Et je pense que même les RH le sentaient au téléphone, tu vois, on parlait, je me disais, mais non, ce gars-là, en fait, il est vraiment trop débutant. Et en fait, je me suis rendu compte de ça au bout d'un moment. J'ai dit non, il faut que j'arrête de me présenter comme ça. Donc, j'ai changé la présentation. Alors, je sais qu'il ne faut pas que je te coupe, mais tout le monde va me dire t'en as pas marre de me couper. Mais c'est comme ça qu'on fait le bon. Par contre, ça m'intéresse ce côté. Comment tu t'as senti en fait que tu étais trop débutant? Je veux dire, ça, c'est. Elle a pu le voir, tu vois, peut-être ou pas, mais comment tu l'as senti et comment tu t'es dit, je vais m'améliorer, je sais pas, t'améliorer ta présentation, ça vient d'où? C'est peut-être irrationnel, mais en fait, j'ai copié-collé le modèle du programmeur au commercial. Quand j'envoie des CV en tant que commercial, même maintenant, si j'en envoie, l'entretien, je l'ai, et je me vante pas, l'entretien, je l'ai 8 ou 9 fois sur 10. Enfin, quasiment à 100%, je vais avoir un premier entretien. Ouais. Et là, en fait, je comparais, ok, j'avais de l'expérience en commercial, mais ça me faisait tellement chier pardon, excusez mon langage, mais ça me faisait tellement chier de ne pas avoir le même taux de réussite en tant que programmeur. J'ai dit, mais non, en fait, j'en ai marre, j'envoie des CV, je prends du temps, parce que les CV, je les adapte, j'adapte ma lettre de motivation. Mine de rien, je passe du temps, je lis le site internet de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, les produits, les services. Au bout d'un moment, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, non, mais je ne peux pas employer la même méthode tout le temps. Il faut que je change pour avoir de meilleurs résultats. Donc, j'ai adapté. Et à la fin, j'avais un très, très bon taux de retour, du moins avec les RH et même pour les entretiens techniques. Ouais. Et est-ce que tu as des éléments concrets là-dessus, sur des points d'amélioration qui peuvent servir à des personnes qui nous suivent? Je ne sais pas, par exemple, clarifier ta présentation ou peut-être mieux t'exprimer sur des choses techniques. Sur quel point, en fait, tu as réussi comme ça à monter en gamme, on va dire, en termes d'entretien? En fait, souvent les RH, ce qu'ils veulent savoir, les questions qui reviennent, je vous dis ça, c'est vraiment les souvenirs qui me reviennent, je vais peut-être oublier des choses. Ce qui revient souvent avec les RH, c'est « Ah oui, alors j'ai vu que vous avez une expérience de groupe, par exemple à Bali, tu vois. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Est-ce que vous pouvez me la décrire ?» Et souvent, je minimisais un peu ce que j'avais fait dans le projet, je me mettais un peu en retrait, tu vois. Et ça, je pense que ça se ressentait. Donc après, non, j'ai dit non, voilà, on a fait une expérience, on a fait tel projet. Mon rôle dans le projet, ça a été ça. Voilà les idées que j'ai amenées ou ce que j'ai pu amener dans le projet. On a travaillé de telle façon, donc je sais communiquer à distance, je sais utiliser des outils comme Git pour gérer le code. Et là, après, c'était ah oui, effectivement, c'est mieux. Après, j'ai dit effectivement que j'avais fait un autre projet de groupe, donc que je sais communiquer avec des outils comme Trello, comme Slack. Et en fait, les RH, c'est surtout ça qu'ils veulent entendre. Je pense qu'ils voient tes projets, donc ils ne savent pas trop analyser si le code est bon ou pas. Ils voient juste les projets que tu as fait. Ils veulent savoir si tu es capable de travailler en groupe, si tu peux communiquer, si tu as rencontré des problèmes, comment tu les as résolus, qu'est-ce que tu as apporté à l'équipe.
des points comme ça. Je pense que c'est très important de mettre ça en avant, et ce que je ne faisais pas au début, donc c'était un peu... Je pense que c'est un bon conseil. C'est vrai que quand on est développeur, c'est normal, on a tendance à se concentrer un peu sur nos trucs techniques et on n'adapte pas forcément notre discours à la personne en face. Et c'est vrai qu'en règle générale, tu peux raconter, tu peux parler de guide, de machin, de code, de composants React, de props, de state à une nana RH. Elle, ça va pas la marquer, elle va dire oui, il est en train de me parler de technique, ça on verra ça plus tard. Et elle, effectivement, ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que tu sais travailler en équipe, est-ce que tu as déjà travaillé en équipe, est-ce que tu es capable de comment tu résous des problèmes, etc. etc. Donc ça, effectivement, je pense que c'est un truc que les gens qui nous regardent, je t'écoute. Oui. Et oui, et même comme tu dis, ce qui m'a aussi surpris, c'est que sur la majorité des entretiens techniques, j'en ai eu un où en gros le mec, il a voulu que je lui raconte la Bible de JavaScript. Genre, il a voulu que je lui raconte comment JavaScript fonctionnait, comment React fonctionnait, comment Node fonctionnait. J'étais très surpris, j'étais ok, je suis junior, tu me demandes ça, bon enfin bref. Par contre, sur tous les entretiens techniques, sur tous les entretiens que j'ai eu, en fait, au niveau du code, c'est vrai qu'on m'avait dit prépare-toi, tu auras peut-être des algorithmes et tout. Oui, j'en ai eu quelques-uns, mais le mec, il va aller sur ton GitHub, il va avoir ton code. Donc là, tu peux pas mentir. Je veux dire, si tu l'as copié-collé, il va le trouver. Si c'est ton code à toi que c'est trop junior, il va te le dire techniquement. Donc attends, c'est important de préciser ça, donc, parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui le fait. Ça veut dire que tu as publié, enfin tu as mis à disposition sur GitHub. Donc GitHub, pour les personnes qui ne savent pas, je pense que les gens le savent, c'est le repository Git public. C'est-à-dire que tout le monde peut accéder à ton code. Bon, tu peux le rendre privé, mais en règle générale, toi, dans ton cas, donc tu l'as mis public, c'était une stratégie volontaire. Tu t'es dit, je vais avoir des projets disponibles, visibles sur GitHub pour que les potentiels recruteurs voient mon code, analysent mon code, mes projets, etc. Et dans la majorité des cas, tu penses que les recruteurs l'ont regardé et ont analysé ce truc-là? J'avais deux cas, soit c'était des posts qui étaient axés vers le design, dans ce cas-là ils regardaient le site, comment il était fait, les transitions, si c'était responsive, et les temps de chargement, tout ça, ou soit c'était des posts beaucoup plus axés vers le front, du pur front, et là effectivement, soit ils me demandaient, écoute, soit c'était du full stack, ils me demandaient envoie-moi ton code, ce que tu as fait en full stack jusqu'à maintenant, on va analyser ça. Pour être honnête, je tapais souvent des postes intermédiaires, donc ça bloquait un petit peu parce que mon niveau full stack, mon niveau back est très bas, entre guillemets. Ou alors, des fois c'était du front, ils me disent bon, mais soit peut-être si tu fais un entretien technique, ils vont analyser ton code, ils vont te demander mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Par exemple, je sais pas, tu as fait ce call avec une méthode Ajax, est-ce que tu n'aurais pas pu le faire autrement? Tu as récupéré les données, tu les as traitées comme ça. Enfin, souvent c'est une discussion en fait autour du code que tu as produit. Ils veulent comprendre ton raisonnement. Donc c'est pas forcément... Ouais, ça je pense que c'est un point aussi important, c'est que parfois on se dit en entretien, le recruteur attend la bonne réponse, la solution quoi, c'est pas forcément ça. Souvent et même c'est normal quand tu es junior, parfois tu connais pas tout, mais c'est pas grave en fait. À partir du moment où tu es capable de raisonner, tu es capable d'expliquer voilà pourquoi tu as fait tel choix, comme tu disais, des choix techniques, pourquoi tu as utilisé telle solution. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'à travers ces questions, le recruteur va se dire ok, il sait c'est quoi par exemple un appel API, il sait analyser un code retour, il sait analyser le header, le machin, le ceci, et je pense que c'est la partie la plus importante plutôt que le but c'est que tu n'es pas une bibliothèque en mode JavaScript, la documentation, la ligne 550, machin truc, ça on s'en fout quoi. Ok. J'ai eu qu'un seul entretien comme ça. Après, j'ai pas envie de dire. J'ai passé aussi des entretiens en France. Franchement, les boîtes étaient plutôt ouvertes, un peu comme la mentalité anglo-saxonne. Je sais pas si c'est la mentalité anglo-saxonne de faire des entretiens un peu comme ça, mais même en France, ça avait été un peu comme ça. Ça a été un peu comme ça. Mais ouais, effectivement, comme tu dis, il faut pas aller en entretien et se dire. Le mec il est là, il va me demander toute la doc de JavaScript. Non, soyez vous-même, dites ce que vous avez fait, ce que vous apportez au groupe, comment vous travaillez en groupe. Le code, de toute façon, vous n'allez pas mentir. Hein. Je veux dire, tu fais un entretien technique, ton code il est là. Et c'est pour ça que moi je recommande souvent, et tu as vraiment compris cette stratégie-là, d'avoir un vrai projet, un projet réel. Et toi, c'est ce que tu as fait à travers le site e-commerce que tu as codé en React avec Firebase, je me souviens, etc. Parce que du coup, c'est ton projet, c'est toi qui l'as mené, c'est toi qui as fait les choix techniques, c'est toi qui es allé jusqu'au bout du truc, c'est toi qui connais les galères, tu as peut-être galéré sur certains points. Du coup,
ça te donne de la discussion, ça donne de la matière et c'est ça qu'on veut voir dans un entretien. Et je pense que tu as tout compris par rapport à quelqu'un, j'ai envie de dire, qui resterait un peu à suivre des tutos sur YouTube et c'est bien, ou à suivre des formations en ligne. Et encore une fois, bien sûr qu'il faut suivre des formations en ligne, mais rien ne vaut, et je le répéterai jamais assez, rien ne vaut les vrais projets concrets. Et je pense que grâce à ça, tu as pu avoir de la matière à discussion et tu ne me contrediriras pas, je pense, en disant que ça a débloqué quand même une partie de la situation. Ou je dirais, pour les gens qui se sentent vraiment trop débutants et qui ont peut-être peur de faire ça, bah, à la limite, tu prends un projet, un tutoriel, un bon projet, tu vois, tu suis le cours de A à Z plutôt, comme ça tu apprends. Et une fois que tu as ce projet-là, ben, ne pas hésiter à, ou soit vraiment tu le reprends de A à Z et je sais pas, tu en fais une création personnelle, ouais, tu l'adaptes, mais vraiment en profondeur, ou soit tu repars, ouais, voilà, ou soit tu repars sur un projet à toi, tu essaies peut-être de t'inspirer un peu de l'architecture, si tu es trop débutant, que tu as un peu peur, mais je pense que ça a beaucoup d'avantages personnellement, tu apprends beaucoup plus de cette façon-là. Super. En termes d'entretien, on a parlé un peu d'entretien RH tout à l'heure. En termes d'entretien technique, là, on a vu, donc tu en as passé quelques-uns. Finalement, tout le monde a peur de ça, et c'est vrai, ça fait peur. Le côté, tiens, résous-moi cet algo au tableau, etc. Est-ce que tu n'en as pas eu tant que ça finalement? Tu as eu du bol, c'était plutôt en mode discussion, d'après ce que j'ai compris. Et de zéro entretien vraiment en mode, tiens, résous-moi cet algorithme, machin, non? Alors, en fait, j'ai eu 3 types d'entretien technique. J'ai eu effectivement ce que tu as dit, là, résous-moi cet algorithme. D'ailleurs, le recruteur a fait un mauvais boulot. Il m'avait dit non, c'est juste un entretien comme ça. Non, c'était un vrai entretien technique. J'ai pas pu me préparer. Ça, j'en ai eu 1 ou 2, je crois. Donc, tu es avec la personne comme on fait là en face. Et toi, tu me dis, Mike, vas-y, voilà, on a une problématique, on a une énigme à résoudre. Comment tu fais? Et là c'est vrai que c'est un peu stressant. Ça stresse. Deuxième cas de figure, on passe par des plateformes, c'est-à-dire que on t'envoie un lien par mail, tu cliques dessus et tu as 3 heures pour résoudre un problème donné. Ouais. Donc, tu as un exemple qui te vient en tête de ce que tu as pu résoudre comme type de problème? Bah, par exemple, on t'envoie un lien, tu cliques dessus, on te demande d'avoir Node installé. Donc en fait, tu fais des appels API, on te renvoie des données et tu dois mettre en place un tableau de bord avec plein de statistiques. Donc tu dois utiliser par exemple chart.js, tu dois utiliser des librairies React, tu dois savoir comment faire des calls API, comment traiter les données, comment bien les afficher en 3 heures. Cool, c'est intéressant cette manière de procéder. C'est bien, et du coup, ce qui est bien, c'est que tu as potentiellement plein de plateformes qui existent pour t'entraîner un peu à ce type d'exercice et ce type d'entretien, donc ça c'est cool. Après, il faut le voir comme un entraînement. Moi, chaque test comme ça, je le voyais vraiment comme un entraînement. Hein. Après, ce genre de truc, il y a aussi le côté, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi le côté un peu chance. C'est-à-dire que il suffit qu'un jour tu tombes sur un exercice que tu as déjà fait, ça va se passer plus facilement. Et puis, tu vas être mal réveillé, tu vas tomber sur un truc, tu n'auras même pas la foi. Voilà, il y a une partie chance, ça fait partie du truc. Et donc, l'intérêt, c'est la chose importante, c'est d'en faire, tout simplement plein, d'avoir cette idée, cette pratique. Et puis, au bout d'un moment, je pense que c'est comme ça que ça passe, quoi. Oui. Et le 3e type, pour moi, c'est vraiment le top du top. C'est là où tu discutes beaucoup avec les personnes. C'est par exemple, tu me dis, OK, Yon, je t'ai envoyé... voilà la page de mon site internet, j'aimerais la changer, j'ai pour projet de la changer, toi tu es l'entreprise, mais ton exercice, ton test en fait, ça va être de reprendre cette page et de l'adapter. Ou de créer une page de A à Z, tu vois, et on te donne 1 semaine pour ça. Et là par contre, tu peux vraiment montrer, je pense, tes compétences, tu peux y aller, tu peux montrer ta créativité. Souvent, ils te rejettent pas comme une... ils te rejettent, excusez, pardon pour mon vocabulaire, mais ils te rejettent pas comme une merde. Ils prennent le temps au moins de discuter avec toi, de dire ok, mais tu as fait ça, mais pourquoi tu as fait ces choix? On a vu qu'il y a tel résultat. Pourquoi tu as choisi cette architecture? Pourquoi tu as choisi de traiter le CSS avec du SCSS et pas un autre préprocesseur? Et là, vraiment, tu peux avoir des discussions poussées et c'est comme ça que j'ai obtenu d'ailleurs mon CDI, c'est avec un test de ce type. D'accord. Donc, tu as passé les entretiens RH, tu as passé les entretiens techniques. Le dernier entretien technique, finalement, donc ça s'est bien passé. Tu as eu 2 ou 3 entretiens, au 2e entretien, et ça a été validé par un 3e, ou tu as été, on va dire, été recruté sur combien d'entretiens? J'ai eu l'entretien en RH, ça s'est bien passé. Ils m'ont envoyé le premier test. Je devais carrément refaire un process de paiement, tu vois, au niveau front. Je l'ai fait dans son entièreté. On en a discuté pendant 1 heure. On a revu tous les points pourquoi j'ai fait ça, ceci. Ils m'ont dit, est-ce que tu serais capable de l'améliorer en prenant en compte tout ce qu'on t'a dit et d'en faire vraiment quelque chose de mieux? Je dis, ouais, pas de souci. On te laisse 3 jours, ok. Ils m'ont laissé quelques jours pour ça. J'ai retravaillé la chose
implémentant les remarques qu'il m'avait fournies, tu vois, durant l'entretien. J'avais pris des notes, heureusement. Et après, je leur ai renvoyé. On a rediscuté de ça. Ils m'ont dit, bah ok. Après, j'ai eu un 4e entretien avec le manager général. Et j'ai eu un dernier entretien avec l'investisseur en chef. Donc 5 entretiens au total. C'est-à-dire que là, on va au-delà des compétences du code. Si humainement, je pense que j'avais pas plu au manager ou à l'investisseur, bah, il m'aurait dit, bon ben non. Alors là, tu nous parles d'investisseurs, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est indiscret de demander client ou pas, mais à la limite, c'est pas grave. Mais c'est quoi? C'est une start-up en fait? Parce que tu parles d'investisseurs, c'est une petite boîte, une PME, c'est quoi comme truc? C'est plus. Non, nous en fait, on gère. Ouais, je vais garder ça. Enfin, comment dire? Nous, on aide les associations à travers le Royaume-Uni. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es une association, nous, on va t'aider à faire des levées de fonds, on va t'aider à trouver des talents qui veulent bien t'aider. D'ailleurs, c'est un produit sur lequel je suis en train de travailler. C'est association type association caritative, association quoi Oui, nous, en fait, souvent, les associations... Ouais, tu vois, par exemple, imagine, toi, tu es une association, mais tu sais pas coder, tu n'as pas de compétences en design, tu sais pas faire un site pour faire des levées de fonds. Nous, on va te fournir ce service moyennant un abonnement annuel. Et on va même t'aider, par exemple, si tu as besoin d'un designer, on va te mettre en relation, tu vas monter une annonce et on va la publier sur notre site. Et puis, s'il y a des designers qui veulent donner de leur temps, ils vont pouvoir t'aider sur tes projets à toi. D'accord. Et toi, tu travailles sur la plateforme ou tu travailles parfois avec des associations? Non, tu travailles sur la plateforme, le produit en lui-même. Ouais. D'accord. Nous, on travaille vraiment sur le produit. On reçoit toutes les. S'il y a des choses, des bugs, on les corrige direct au niveau de. Moi, je fais que du front. Je fais pas du back sur ça. Ouais. Donc, t'es que sur du front. Sur quelle techno là? Là, pour le moment, en fait, on est sur au niveau back, on est sur du Symfony, sur la partie front. Alors, je sais pas si tu connais HTML Twig. C'est une extension. Non, ça parle pas trop. Ouais. Quand tu fais du Symfony, tu utilises du Twig. Généralement, ça te permet de passer des variables dans l'HTML, de faire des rendus conditionnels. C'est un peu comme du React. Enfin, c'est pas comme du React, mais ça permet de faire des trucs assez cool avec. Il y a des trucs en Vue, je crois, qui font un peu ça, là, avec une sorte de syntaxe un peu bizarre là pour les conditions. Un truc, c'est quasiment c'est des balises. Tu peux faire des if, else dans ton balisage HTML. Ça. Ouais. D'accord. C'est ça, et ça permet quand même d'aller un peu plus loin que du simple HTML où tu es assez vite limité, mine de rien. D'accord. Mais on utilise aussi Webpack. Donc avec Webpack, tu peux utiliser un peu ce que tu veux. C'est des modules, tu peux importer, exporter. Enfin, ça alors moi, je trouve que c'est bien, enfin c'est marrant, mais alors du coup, t'es parti sur du HTML, t'as fait du JavaScript, ensuite t'as fait un bootcamp React, et pour finalement faire t'es pas sur du React, mais en fait t'es sur autre chose, donc t'as su t'adapter aux missions. Oui, là on fait du JavaScript simple, du vanilla. Donc du JS natif quoi, du JavaScript de base. Ouais. Ok, super. Et pour revenir là-dessus. Tu es dans une boîte à peu près combien de salariés, combien d'employés, enfin la taille de la boîte? Au total, je crois qu'on est 12 ou 13, si je dis pas de bêtises. Et on est. Alors, il y a le Head of Technology, comment tu pourrais appeler ça, le directeur des technologies. Lui, il code pas trop, il peut faire du back-end, mais il supervise un peu, il fait tout ce qui est partie financière, partie sécurité, tout ça. Au niveau back-end, il y a 2 programmeurs back-end, full stack, un senior et un junior, et moi je suis sur la partie front et je travaille avec le senior back-end. Je travaille avec le senior back-end la majorité du temps. Ok, et donc c'est une boîte qui est UK, qui est comment dire ça en Angleterre. Ok, en Angleterre. Cool. Et tu travailles donc en remote ou chez eux là actuellement? Moi j'ai été honnête avec eux, tu vois. Ouais, je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit, voilà, là je suis en France. Est-ce que ça vous dérange que je commence en France et après que je vienne en Angleterre? Ils m'ont dit, non, c'est bon, on peut faire comme ça. De toute façon, les bureaux sont fermés et ça sera comme ça, je pense, jusqu'à l'année prochaine. Donc, jusqu'à fin d'année, eux, ils sont fermés, ils ont leur bureau. Donc tout le monde là-bas finalement est en remote, quoi. Finalement. Ils sont en remote, ouais. Je dois repartir en Angleterre pour des histoires de Brexit et de visa, mais ça ne touche. Ça, c'est en dehors du travail, tu vois, c'est vraiment sur l'aspect visa, immigration. Et comment ça se passe, si c'est pas indiscret maintenant avec le Brexit et tout ça? Je veux dire, il y a des démarches particulières pour les Français qui veulent travailler pour des boîtes UK, ou comment ça se passe en fait? Je vais faire un petit disclaimer. Attention, je suis pas un juriste. Je suis pas juriste. Mais donc ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre. Mais t'as un contrat, c'est un CDI en fait. Là, t'es pas freelance, d'accord? T'as un CDI, ok.
En fait, c'est un CDI. Légalement, en fait, de ce que j'ai compris, je peux pas rester plus de... comment dire? Si je travaille, par exemple, plus de 6 mois en France, je vais être considéré fiscalement comme un travailleur français. Donc là, au niveau des visas, je vais devoir payer des impôts en France. Enfin, je crois qu'il y a des conventions entre la France et l'Angleterre, mais c'est pas trop mon domaine. J'ai vraiment pas envie de mettre le nez là-dedans. Mais sans parler de l'aspect fiscal, peut-être juste l'aspect... l'aspect Brexit. Ouais, l'aspect réglementaire, je veux dire, enfin, t'es français, on te propose un CDI en Angleterre, c'est un contrat, UK ou français? Oui, alors, jusque maintenant, il faut savoir que tu pouvais aller en Angleterre, c'était comme si tu allais en Allemagne, en Irlande, en Espagne. C'était comme ça en fait. Juste avec ta nationalité française, tu avais le droit de travailler dans le pays sans avoir besoin de visa. À partir de maintenant, avec le Brexit, je crois que ça va changer. Encore une fois, renseignez-vous vraiment, ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre, mais moi c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est très flou en fait. Je crois que eux-mêmes ils sont pas super sûrs de ce qu'ils disent. Il y a des choses qui changent vite au niveau de la réglementation, donc il faut rester. Il faut lire un peu le site du gouvernement anglais, voir un peu ce qu'ils te disent. Ça peut, je pense, changer assez vite, mais je crois qu'il va falloir des visas par la suite, si je dis pas de bêtises. Ok, bon, on va pas rentrer dans. C'est pas une interview visa et fiscalité et tout ça. Mais ok. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir un peu ton ressenti sur les comment dire, sur le fait d'avoir rejoint une boîte en CDI, tes premières impressions, tes premières missions, tes premiers projets, tes premières galères. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé en fait, les premiers instants, les premiers jours où on t'a dit allez hop, lundi 8h, c'est parti quoi. C'est quoi les premiers trucs? Premier jour, grosse galère d'internet. Je suis dans la campagne au Pays Basque. Je t'ai dit pas. T'as bien vu ma connexion. Ah, t'as pas de bol. Ok, super. Mais ça commence pas. Non, ouais, à part ça, ça s'est bien passé le premier jour. On a eu des petits entretiens pour faire connaissance avec les gens. Je me suis présenté, ils se sont présentés. On m'a expliqué comment fonctionnaient les différents services. Première galère, alors mon ordi, pourtant, je l'ai payé 900 balles à l'époque, il y a 2 ans. Il est pas trop mal. En fait, on utilise Docker pour travailler. Et on a, je crois, 7 containers en virtualisation. Apparemment, Docker, s'il est fait pour ça, moi je m'y connais pas, tout ce qui est DevOps, je suis vraiment à la ramasse, mais mon ordi ramait sur ça, donc le chargement d'une page prenait 20 à 25 secondes, donc t'imagines en tant que front-end, t'es en train de coder, tu recharges pour voir le résultat, 25 secondes d'attente, bon, j'avançais pas très vite, donc c'était une petite galère que j'ai eu au début. Après non, sur la base de données, au début j'ai eu un petit peu de mal, tu vois, j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais il y a trop de choses, c'est immense, je vais jamais m'y retrouver là-dedans. Bon, maintenant je navigue dedans. Parce que là tu pars déjà dans les trucs techniques et tout, mais comment ça s'est passé? Donc on t'a accueilli, donc déjà c'était en remote, t'as fait quoi? C'était par Skype, on t'a accueilli. Ah oui, pardon, plus général. Non mais plus généralement, après on rentrera si tu veux dans les trucs techniques, mais ça veut dire qu'on t'a présenté le projet, on t'a présenté l'équipe, on t'a dit bah voilà, toi. T'as, je sais pas, 2 jours pour installer Docker, pour mettre en place ton environnement, pour comprendre l'environnement du projet. C'est quoi les premières étapes? Ah oui, alors on m'a présenté, on m'a ajouté aux différents canaux sur Slack, avec Slack. Sur Slack. Ouais, sur Slack, on m'a ajouté tout ce qui est Gmail, tout ce qui est les sites des ressources humaines, tu sais, pour gérer la paye et compagnie. Bon, comme dans toutes les boîtes, j'imagine. Ouais. Ils ont été aux petits souhaits, j'ai envie de dire, parce que je suis le premier qui rejoint la boîte en remote. Donc, ils voulaient s'assurer que tout se passe bien, que je sois bien intégré. Franchement, super cool. J'ai vraiment pas à me plaindre de la boîte. Ils sont super accueillants sur ça et super professionnels. Après, on peut discuter facilement. Ok, et t'es rentré dans le vif du sujet, tech, dev, là à partir de combien de temps après la partie présentation, tout ça, quoi, le lendemain, le surlendemain, la journée même. Moi je suis sur Windows. Donc ils n'avaient pas en fait de script pour tout installer sur Windows. Eux ils utilisent tous des Mac, donc il a dû le gars qui gère ça, le directeur des technologies, il a dû faire quelques modifications. On a tout installé ensemble à distance. Et dans le dur, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est vrai. J'ai pas commencé à coder la première semaine. Ce qu'on m'a demandé, et surtout dans les petites boîtes, c'est ce que je voulais dire aux auditeurs qui nous écoutent, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent trouver en CDI. On va vous demander au début, je pense, plein de choses, pas forcément coder. Moi, on m'a demandé, bon, écoute, on veut faire cette nouvelle page, on veut proposer un nouveau service. Ben, écoute, tu vas nous sortir des designs.
Et alors, au début, j'étais un peu surpris. J'étais, ah non, mais design, mais j'en ai. Enfin, je sais, voilà, je l'aurais pas dit, je sais pas faire. Tu vois, j'aurais dit, ah non, vous inquiétez pas, je vais vous prendre des designs. C'est intéressant parce que t'as été recruté là-dessus ou pas? On t'a parlé du design ou parce que c'est quand même un métier, mais pourquoi pas, tu vois? Alors, on m'a pas dit tu vas être designer, mais on m'a dit en fait tu vas proposer un design et après on va tous en discuter et on va apporter des améliorations. Cool. Tu vois, c'est plus un truc interactif. Mais je me suis rappelé que Charlot avait utilisé Figma en bootcamp et que Fred aussi utilisait ça. Bah, je me suis tapé un petit tuto vite fait Figma et je leur ai pondu différentes vues, portable, iPad, desktop. J'ai rajouté tous les petits effets sur Figma, les changements de page. Et ils étaient assez surpris parce que eux ils utilisent Photoshop à la base. Je pense que c'est pas la meilleure option en termes de. Donc ce qui est bien, c'est que tu as découvert finalement un outil Figma pendant le bootcamp à Bali. Et grâce à cette expérience, et tu l'as ressorti comme ça sur un vrai projet en CDI. Et finalement, ils étaient contents de découvrir cet outil-là, quoi. Ouais. Et tu diras merci à Charlot si tu le vois parce que ça m'a enlevé une belle épine du pied. Ouais, je pense qu'il regardera cette vidéo. Je lui passerai le bonjour. Il est occupé sur les. Tu sais, il a rejoint il m'accompagne maintenant sur la partie coaching pour les personnes qui se lancent en freelance et il a pas mal de boulot en ce moment. Donc bon, en tout cas, super. Donc là, vas-y, continue. C'est juste de ça que je voulais parler. C'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos, tu vois, des gens qui vont chez Google, chez Amazon et tout, et ils font que du front. C'est normal, c'est des boîtes énormes qui ont des moyens. Là, moi, en tout cas, par rapport à mon expérience, et je pense que c'est l'expérience de plusieurs personnes, quand vous êtes dans des petites boîtes en tant que front, on peut vous demander de pondre des designs, on peut vous demander, je sais pas, d'aller... Ça va rester dans tout ce qui est front-end design, mais il faut savoir s'adapter. Il ne faut pas dire non, moi je fais que du front, je fais que du React. Je pense qu'il faut être assez souple, surtout au début. Ça peut aider. D'accord. Et ça, donc la maquette, c'est à peu près la première semaine, tu as commencé, voilà, on t'a fait rentrer dans le sujet à travers la création d'une maquette. Et après, petit à petit, tu as installé ton environnement et puis dans les semaines qui ont suivi, tu t'es mis à développer c'est très agréable de travailler avec un développeur back-end parce que tu discutes avec lui, tu prends du temps, tu dis ok, on a les maquettes, bon là il va nous falloir telle fonctionnalité, comment tu fais? On peut faire comme ça, si je te passe par exemple cette variable, est-ce que ça te va? Ouais, et puis moi je fais mon rendu comme ça et je trouve que c'est génial de travailler avec un back-end. Franchement, moi c'est le truc qui me casse la tête à chaque fois, donc le fait d'avoir un back-end qui s'occupe de tout ça pour toi, c'est royal, c'est génial. C'est vrai que moi typiquement, par exemple mon frère qui a fait beaucoup de freelance, là il est dans une boîte, c'est un peu différent, mais ce qu'il a fait, il était sur Malte, il décrochait des missions et en fait il s'était associé avec un dev back-end qui avait peut-être 8 ou 10 ans d'expérience, tu vois, qui avait un bon niveau, qui ramenait des clients et tout, et en fait ils bossaient les deux. À chaque fois il récupérait des projets assez costauds et le mec il développait tout le back, donc il préparait tout ce qui est base de données, API, authentification, machin, etc. Mon frère il arrivait sur le front, React et allez hop, et les deux voilà, tac, ça s'enchaînait assez bien et je pense que c'est un combo qui est assez plaisant. Moi à titre personnel, encore une fois, quand on a monté une startup Fixtrip machin, moi j'ai bien aimé aussi ce côté où j'étais pour le coup plus back. Donc tu ponds tout le back, tu es là, tu enchaînes sur le back, tu as tous les mecs en front, ils te font les écrans, ils se connectent, machin. Donc c'est assez. Je trouve que c'est une structure qui est. Enfin, comment dire, c'est une organisation qui est assez. Je trouve productif parce que quand tu es un peu full stack, que tu dois switcher entre du back, du front, c'est un peu galère. Là, je pense que c'est sympa. Première fois que je travaille avec un back-end et franchement je dois dire c'est génial que ça continue comme ça le plus longtemps possible parce que un anglais un anglais il y a d'autres gars qui sont en dehors du Royaume-Uni, on va dire là-bas dans la boîte, ou non, on a une italienne mais elle habite au Royaume-Uni déjà depuis pas mal de temps. Non, je suis le seul français. Bon, ça leur fait rire des fois mon petit accent pendant les conférences Zoom. Ils t'appellent pas, comment on appelle ça, les mangeurs de grenouilles ou des blagues comme ça. C'est quoi, comment ils nous appellent les Anglais? Je crois qu'ils s'appellent The Froggies. Froggies, un truc comme ça. Cool. Bon, qu'est-ce que ça fait d'avoir un CDI enfin? Je veux dire, est-ce que ça t'enlève un poids ou pas? Parce que quand tu as un objectif qui traîne pendant un moment, et c'est normal que ça traîne pendant un moment, est-ce que ça... Comment tu te sens en fait, le fait d'avoir décroché un CDI? Déjà, je me sens légitime maintenant en tant que programmeur. Je veux dire, demain, ils me disent, bon, mais on te garde pas, pour X raisons. Je suis légitime. C'est pas pour ça que je vais me dire, je suis nul ou quoi. Non, mais non, je suis développeur à 100%. Personne pourra m'enlever ça déjà. Je pense qu'à partir du moment où on a eu ce premier truc, cette première mission, c'est comme la première mission freelance ou le premier CD ou le machin, tu sais que tu as eu ton. Voilà.
t'es un vrai. Là, à l'heure actuelle, c'est pas tu seras dans le futur développeur ou je sais pas quoi. Là, t'es un gars, t'es un dev quoi, t'es un dev front, tu bosses, c'est ton boulot maintenant. Je me suis rappelé parce que dans la vidéo du bootcamp, il y avait un gars il avait laissé un commentaire, il avait dit quoi, mais le commercial pense qu'un jour il va être développeur, je sais pas quoi. Bah, là, très clairement, hein, quand j'ouvre mon application Revolut, que j'ai la petite ligne de salaire de mon salaire de dev, bah, ouais, je suis développeur quoi. Tu peux dire ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il disait, parce que les commentaires, il y en a toujours il y en a des belles et des pas mûres qui passent, mais qu'est-ce qu'il nous disait ça m'a fait rire. Non, la majorité, c'était des commentaires très positifs. Après, d'autres qui discutaient comme ça, mais neutre, quoi. Et lui, il avait dit, ouais, le commentaire qui maîtrisait pas l'algorithmie, je crois. Genre, l'algorithmie avancée pour être front-end. Enfin, il avait laissé un commentaire comme ça. Je pense que... enfin, bref, moi, ça m'avait fait rire, mais bon. Ouais, bah après, il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais non, mais c'est pas possible. Ou alors, ouais, ils rêvent. Il y avait même eu des gars qui disaient... Mike, il leur a pris 2000 € pour le bootcamp, des commentaires assez un peu. Bon, après, c'est YouTube, c'est comme ça. Ouais, pas... Après, moi, avec le temps, on s'y fait. Je pense que, je sais pas comment vous l'avez. Enfin, dans la grande majorité, quand même, les commentaires étaient quand même assez bienveillants. Bon, il y a toujours un petit pourcentage de connards. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait, les connards, quand même? Vous n'êtes pas youtubeur, donc qu'est-ce que ça vous. Parce que c'est comme votre bootcamp à vous, quoi, tu vois. Ouais, mais t'avais les gens les gens qui mettaient des messages bienveillants, positifs, ça c'était très bien. Après, t'avais les gens qui rentraient en discussion, mais c'est normal, ils avaient peut-être des choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord, mais ils apportaient des arguments. Pas de souci aussi, hein, t'as le droit d'avoir ton opinion. Et puis t'en avais d'autres, voilà, des messages genre ouais, il leur a tapé 2000 balles pour rien, gna gna gna. Ouais, ben les 2000 balles, je les ai pas dépensées pour rien déjà. Et puis bon, moi franchement, non, ça me passe par-dessus. Maintenant, je veux dire, de toute façon, j'ai concrétisé mon projet, donc tu peux mettre n'importe quel commentaire négatif que tu veux, je m'en fous. Quoi. Ce qui compte, c'était de réaliser ton projet, donc ça, c'est cool. Finalement, ouais, c'est quand même rentabilisé. Je veux dire, même si c'est quand même un investissement de temps, d'argent, il faut prendre un billet d'avion, il faut payer le bootcamp, 2000 balles et tout. Mais je pense que les personnes qui sont prêtes à faire cet investissement, et c'est pas une question financière, moi je gagne ou pas, c'est pas le truc. Je pense que quand tu es capable, d'investir comme ça du temps, même sans parler d'argent, je pense que tu fais partie des. Enfin, tu es au-dessus de la majorité des gens qui sont pas prêts à investir le moindre euro ou le moindre temps sur ces projets-là. Ça me fait penser à un truc que je voulais dire aussi là-dessus. Je sais plus, tu vois, je me perds. On arrive à 1 heure de cette vidéo, mais c'est pas grave. On va enchaîner. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils veulent tout en fait, soit du gratuit, soit que tu leur livres tout sur un plateau d'argent. Mais la vie c'est pas comme ça. Hein. Si tu veux un truc, il faut aller le chercher. Hein. Voilà, c'était là où je voulais en venir en fait. Je me perdais un peu. C'était sur le fait de payer. C'est un peu, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comme le sport. Le fait de s'inscrire à une salle de sport, de payer pour faire ton truc. Et moi, il y a mon cousin qui veut apprendre le code et franchement, je lui ai donné des ressources gratuites, machin, et je lui ai même passé des formations, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Donc je vais pas lui passer en fait mes formations gratuites. Je vais lui faire payer. Je vais pas lui dire, mais je vais lui rembourser après. Juste parce que, en fait, je sais pas, il y a un truc que quand tu investis quelque chose, tu investis de l'argent, tu es impliqué tout simplement. Tu vois, t'as investi du temps et c'est comme ça que tu te mets à fond et que derrière, tu as les résultats. Parce que quand tu es un peu en mode, un peu au pif, un peu machin, j'ai pas fait l'investissement, quoi. C'est pas le même effet, quoi. C'est vrai, c'est exact ce que tu as dit. Ouais. Yes, et du coup, histoire, on arrive bientôt à 1 heure. Je pense qu'on va pas non plus trop faire durer cette vidéo, mais quand même, j'ai quand même quelques questions. C'est quoi donc la suite pour toi? Alors la suite, là, t'es en CDI, tu vas aller au Royaume-Uni. Comment tu te vois d'ici, je sais pas, d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, à moyen long terme, en termes on va dire d'objectifs, en termes de mission, en termes techniques, en termes de vie. C'est quoi la suite pour toi? En termes de vie, peut-être ça sera négocier, je pense, du remote, que ce soit en freelance ou en salarié, parce que c'est vrai que ça t'apporte quand même une sacrée liberté. En termes techniques, je me pose encore des questions. Je ne sais pas si je veux m'orienter vers du full stack ou alors vers un profil front-end avec, en étant très costaud en design, tu vois, au final, je ne sais pas s'il y a beaucoup de front-end qui sont vraiment très très forts, très orientés design. Je pense qu'il faut aimer ça. Et moi, à titre personnel, j'ai vu au bootcamp que
t'as cette fibre que moi, je n'ai complètement pas, la fibre du design, tu vois. Moi, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Mais toi, t'aimes ça. Toi, c'est un truc qui te plaît. Et franchement, bah, pourquoi pas creuser. Enfin, moi, je te donne un avis comme ça, mais ouais, c'est un truc que tu pourrais creuser. Je pense que tu as déjà un avantage là-dessus. Bon, après, mon avis, parce que très clairement, je suis pas un expert. Ouais. Moi non plus, j'ai pas le niveau d'un designer encore, mais j'adore bidouiller, j'adore tester plein de choses, implémenter de nouvelles propriétés en CSS, de nouveaux effets, de nouvelles façons de voir de designer les choses. Donc techniquement, je sais pas encore, Mike. Il faudra voir. Je pense que c'est un peu. Ouais, je sais pas si c'est un peu tôt. Et au niveau de l'industrie, je vais essayer de me spécialiser dans une ou deux industries maximum. Je pense que comme ça, en fait, je me projette déjà à 5-10 ans en avance, mais je pense que si j'arrive à avoir un profil déjà qui est spécialisé au niveau technique, qui est spécialisé au niveau de l'industrie, et en plus, si j'arrive à parler, enfin, je parle déjà 3 langues, mais si j'arrive à rajouter une 4e langue par-dessus, ouais, je pense que là, je vais être plutôt bien. Mais j'essaie de prévoir à l'avance, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de portes de... Ouais, puis là, je pense qu'au début, avec l'expérience que tu as, là, tu prends tout ce qu'il y a à prendre en termes d'expérience, parce que là, c'est ta première expérience. Donc là, faut absorber comme une éponge. Et puis après, tu verras qu'avec le temps, par rapport au projet, tu vas tester certaines technos, tu vas tester certains aspects, certains chemins. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont arriver comme ça que tu vois pas à l'heure actuelle. Et avec ton expérience, tu vas comme ça voir des choses aussi, pour toi plus intéressantes. Enfin, peut-être qu'il y aura des idées, des choses comme ça. C'est pour ça le prochain bootcamp freelance, je pense que j'y participerai parce qu'il me faudra ces connaissances aussi pour me faire une idée. Le partir en freelance, c'est un truc qui pourrait t'intéresser, toi, après ton expérience actuelle. C'est un truc peut-être à moyen long terme, tu pourrais. Ouais, quand j'ai vu Kevin comment il travaillait, ça m'a bien donné envie, franchement. Tu l'as vu où? Tu l'as vu dans un mail peut-être? Non, mais je sais comment il travaille, tu vois, j'ai déjà discuté avec lui, donc ouais. Ah oui, c'est vrai que tu avais bossé aussi avec lui. Alors pour resituer pour les personnes qui ne connaissent pas, mon frère travaille, alors là en ce moment non, mais il avait pris un camping-car, il avait bougé, il avait voyagé, il travaillait un peu en remote, tout ça. Tu l'as peut-être vu pendant cette période-là, non? Tu nous en avais parlé de cette période-là. Okay. Ouais, c'est quand même pas mal à tester. À tester, ouais. Bah après, ce qui est bien, de toute façon, avec le code, ou même dans d'autres domaines, mais c'est que tu peux tester une période en freelance, après tu peux revenir en CDI, tu peux changer, après quand tu as de l'expérience, c'est assez ouvert. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. On a quand même fait 1 heure, on a dépassé l'heure. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à l'interview, à mon invitation. Est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin pour les personnes qui sont peut-être au stade dans lequel tu étais, voilà, quand tu te lançais, un petit mot pour les gens qui étaient dans le stade dans lequel tu étais il y a quelques mois, il y a 6 mois, il y a 8 mois, ou qui cherchent du boulot actuellement? Bah, dites-vous, moi il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé, c'était dans un youtubeur américain. Lui il a sorti, pareil, il avait fait 250-300 candidatures et il dit au final on s'en fiche, c'est celle que vous avez qui éclipsera tous les échecs en fait. Donc vraiment gardez ça en tête, c'est le succès qui éclipsera tous les échecs et il faut continuer. Une fois que tu es dans la boucle, tu te fixes un objectif quotidien, tu envoies par exemple 5 CV, tu les modifies bien entendu pour que ça colle à l'entreprise. À chaque fois, à chaque étape, si tu vois que ça bloque, tu essaies d'avoir des avis extérieurs, comme j'ai fait moi. Tu pivotes, tu changes. Franchement, ça tombe à la fin, ça tombe. C'est obligatoire. Il faut juste pas lâcher. Comme tu nous avais dit au début du bootcamp, si vous lâchez pas, ça tombera un jour. Et c'est mathématique. Et voilà, et ben ça vient de tomber. Merci Yon pour ce message de fin, ce super message. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification et je mettrai un petit lien pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire aux emails que j'envoie régulièrement où j'envoie des news de un peu tout ça. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Ciao les gars. Ciao, salut Yon. J'interview 3 autodidactes développeurs. Allez, c'est parti. On va lever le micro.